Bienvenue sur Fredit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Pour aujourd'hui, je vous ai trouvé des histoires de redditeurs et redditrices qui nous racontent leur vengeance digne de professionnels. La première histoire a pour titre « Viré pour rien, je me venge et touche le pactole ». Cette histoire m'est arrivée au début des années 2010, avant l'arrivée de toutes les technologies facilitant la création audiovisuelle que l'on connaît aujourd'hui. J'avais été embauché comme créateur de contenu pour une université qui voulait se servir de YouTube pour faire parler d'elle. Le salaire était bas, environ 2200 $, et à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de créateurs de contenu, et tout le processus prenait beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. J'ai signé mon contrat, et pendant mon deuxième jour en poste, ma manager me présente mes objectifs sur un an. 85 vidéos de 3 à 10 minutes sur les 52 prochaines semaines. C'était impossible pour une personne travaillant seule à cette époque. Il fallait que je m'occupe de la rédaction du script, de la production, du casting, du tournage, de la composition de la musique. L'université était trop pingre pour en acheter. Et du montage. Et pour tout ça, il fallait que j'utilise mon propre équipement et mes logiciels, parce que les caméras et ordi de l'université étaient trop vieux pour supporter ce que je devais faire. J'ai essayé d'expliquer à ma manager que c'était bien trop ambitieux pour une seule personne, mais elle m'a donné un petit sourire d'encouragement et m'a dit d'essayer. Elle m'a assuré que si les vidéos étaient de qualité, elle ne se concentrerait pas sur la quantité produite. En entendant ça, j'ai accepté d'essayer de faire mon mieux. Le premier mois, ma manager m'a bien traité. Mais quand elle a appris que je fumais, son attitude a changé du jour au lendemain. Une collègue a eu l'air dépitée quand je lui ai raconté ce qu'il se passait, et m'a raconté que ma manager détestait les fumeurs, et faisait souvent tout son possible pour les faire renvoyer. Ma manager a commencé à être sur mon dos en permanence, et à me reprocher de sentir la cigarette après mes pauses, d'être en retard de 5-10 minutes, alors que je faisais 4 heures d'heures sup tous les jours, de ne pas être joignable pendant mes pauses. La liste est longue. Mais j'ai persisté, parce que je voulais vraiment faire ce taf, et le faire correctement. 5 mois plus tard, je suis convoqué dans le bureau de la directrice, et je vois ma manager avec un air contrarié et satisfait en même temps. J'ai su que c'était mal parti pour moi. La directrice m'a dit qu'elle était déçue par mon retard, qu'on en était à la moitié de mon contrat d'un an et que je n'avais réalisé que 30 vidéos sur les 85 attendues. J'ai essayé d'expliquer que je travaillais comme un fou pour sortir ces vidéos, que je bossais 6 jours sur 7, plus de 60 heures par semaine pour faire ce qu'elle me demandait. Je lui ai dit que de devoir faire tout ça tout seul rendait le job pratiquement impossible et que les vidéos que j'avais sorties étaient les plus vues sur la chaîne de l'université. J'ai aussi souligné que ma manager m'avait affirmé qu'elle recherchait la qualité plutôt que la quantité. La directrice n'en a absolument pas tenu compte. L'objectif fixé est de 85 vidéos sur une année, et comme j'en ai pas fait la moitié en 6 mois, elle préfère arrêter là. J'ai demandé comment elle pensait ne serait-ce que s'approcher des 85 vidéos sur l'année si j'étais plus là pour bosser comme un fou. Ma manager a ricané et m'a répondu. On trouvera de vrais professionnels pour s'en occuper, en passant par une boîte de production compétente. La directrice l'a regardé bizarrement, mais a quand même acquiescé puis m'a lancé. T'inquiète pas, manager va gérer le projet sans problème. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon idée de génie. Comme j'étais le seul spécialiste de l'audiovisuel dans le service, une de mes tâches était de mettre à jour une base de données des maisons de prod à qui faire appel au cas où on aurait un projet que je ne pourrais pas réaliser seul. Et j'étais sûr que ma manager se servirait de ce fichier, comme elle n'avait aucun contact dans le secteur. Donc, j'ai changé les adresses mail et les numéros de téléphone sur toutes les entrées, sauf une. La seule où j'avais un ami qui travaillait en tant que directeur de projet junior, assigné au plus petit projet de la boîte. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué mon plan. Et comme prévu, 2 jours plus tard, son entreprise était appelée pour venir présenter un projet à l'université. Je lui ai dit que j'avais un plan qui nous serait bénéfique à tous les deux. Il allait marquer des points dans son entreprise en leur faisant gagner un contrat super juteux. Et de mon côté, je serais payé généreusement sans rien avoir à faire. Je leur expliquerai exactement comment présenter les choses pour que mon ancienne manager les choisisse. Et de leur côté, ils me paieraient une commission de 15%. Il a immédiatement accepté et m'a mis en contact avec son supérieur. Quand celui-ci s'est rendu compte qu'on parlait d'un contrat de 6 mois qu'il pourrait facilement facturer plusieurs centaines de milliers d'euros, il a fait préparer un contrat immédiatement. Je leur ai donc donné un guide détaillé de comment faire leur présentation à l'université et, surprise surprise, ils ont été considérés comme parfaits pour le job. Apparemment, ils ont eu une compréhension très fine des besoins de l'université, de leur style et des thèmes qui devaient être abordés. La directrice et mon ancienne manager étaient très impressionnées que la boîte de prod connaisse aussi bien leur contenu déjà en ligne. Et elles ont signé immédiatement. Ce qu'il faut savoir, c'est que même à l'époque, faire appel à une entreprise de ce type n'était pas donné. Chaque vidéo produite pouvait coûter 2 à 3 fois mon salaire mensuel, vu qu'elle nécessitait l'intervention de personnes spécialisées dans chaque domaine.
Producteur, réalisateur, directeur de la photographie, éclairagiste, monteur, assistant de production, etc. Mais ça veut aussi dire qu'ils pouvaient sortir une vidéo tous les 2-3 jours. Donc oui, ils ont produit 50 vidéos en 4 mois, pour environ 100 fois mon salaire mensuel. Et j'ai laissé faire tout en recevant automatiquement 15% de tout ce qu'ils facturaient. Résultat des comptes, j'ai touché 15 mois de salaire sans rien faire. Ça m'a permis de mettre de l'argent de côté pour mes vacances et de poursuivre mes études de cinéma dans une école réputée à l'étranger. Je pensais que mon plan était achevé et que je m'étais vengé de mon ancienne manager, mais à ma grande surprise, j'ai reçu un appel d'une ancienne collègue un jour, alors que j'étais en vacances à Bali. La même collègue qui m'avait expliqué la haine de ma manager pour les fumeurs. Elle m'a dit que mon ancienne manager avait été virée et la directrice s'est fait méchamment remettre à sa place par son supérieur. Leur projet pour lequel j'avais été embauché n'avait comme budget que 18 mois de mon salaire, et elle l'avait dépassé plus de 10 fois. Mon ancienne manager tenait désespérément à ce que ce projet soit une réussite, tellement qu'elle était prête à tout et à dépenser sans compter et sans autorisation, juste pour prouver qu'elle était capable de mener le projet à bien. Et c'est comme ça que j'ai permis à mon pote d'avoir une énorme promotion et que j'ai obtenu plus d'1 an de salaire après m'être fait virer pour rien. Cette histoire est tellement satisfaisante. J'adore lire les histoires de ce genre sur Reddit. L'histoire suivante s'intitule Opération libérée, délivrée. Mon père vient juste de me raconter cette histoire, vécue par mon oncle Dale, un de ses meilleurs amis et un ingénieur. Je vous partage donc ce conte de Noël qui inclut du népotisme, des étudiants en école d'ingénieur et Anaïs Delva. Oncle Dale était ingénieur dans une petite entreprise et professeur d'ingénierie à l'université locale. Il était aussi le responsable officieux de l'organisation de toutes les activités after work. Pour aider au financement des soirées d'entreprise, il avait placé une urne devant son bureau dans laquelle ses collègues pouvaient donner un peu d'argent. Ses collègues savaient à quoi elle servait et participaient régulièrement. Environ 1 mois avant la fête de fin d'année de l'entreprise, Oncle Dave décide de vider la boîte pour se faire une idée de son budget. Et à sa grande surprise, elle est entièrement vide. Oncle Dave savait qu'il y avait un problème, parce qu'il avait vu plusieurs collègues déposer de l'argent. Il n'y avait qu'une seule explication possible. Quelqu'un s'était servi dans la caisse dédiée aux soirées d'entreprise. Quand il arrive à cette conclusion, Brad, un autre ingénieur et le neveu du patron, passent dans le couloir, et quelque chose dans son attitude semble suspect à Oncle Dave. Brad n'avait pas très bonne réputation dans l'entreprise. Il était généralement considéré comme odieux, insistant, impoli et semblait penser que tout lui était dû. Malheureusement, il était non seulement le neveu préféré du patron, mais il savait aussi se tenir suffisamment à carreau pour ne pas se faire virer. Oncle Dale a décidé de tendre un piège pour attraper le voleur. Pour commencer, il a décidé de poser une caméra très discrète qui donnait directement sur l'urne. Ensuite, il a demandé à un collègue de se vanter bruyamment d'avoir déposé 100 $ dans la boîte. Puis il a patienté. Il a reçu une notification que la caméra avait détecté un mouvement. Et il a pu observer Brad ouvrir la boîte, grimacer en découvrant qu'elle était vide, puis la jeter contre le mur. Alors, vous devez penser qu'Oncle Dale est allé voir le patron pour lui montrer cette vidéo. Mais non. Oh non. Comme je le dis souvent, s'il y a une chose que les ingénieurs aiment, c'est de résoudre un problème. Si ce sont des étudiants ingénieurs, ils font en sorte que l'expérience soit mémorable. Oncle Dale est allé voir ses étudiants. Il leur a proposé des points bonus s'ils participaient à un projet. Construire une boîte qui ferait du bruit lorsqu'elle est ouverte. Plus le son était énervant, plus les étudiants obtiendraient de points. 1 semaine plus tard, ses étudiants lui présentent leur invention et lui montrent comment elle fonctionne. Ravi du résultat, Oncle Dale leur accorde les points promis. Le lendemain, il installe une nouvelle urne devant son bureau et s'exclame « Waouh, trop bien! Quelqu'un vient de donner 50 $ pour la fête de fin d'année. » Puis il s'est installé dans son bureau et a attendu. Les étudiants avaient piégé la boîte avec un mécanisme de carte d'anniversaire qui joue de la musique lorsqu'on l'ouvre. Ils avaient voté sur la mélodie à choisir et sont tombés d'accord sur Libéré, délivré du film Disney La Reine des Neiges. C'était au moment où la chanson perdait de sa popularité, parce que tout le monde en avait marre de l'entendre en permanence. Ils s'étaient assurés qu'une fois ouverte, la boîte ne pouvait plus être refermée, à moins d'appuyer sur un bouton caché, donc la musique ne pourrait pas être arrêtée. Pour rendre la chose encore plus fun, les étudiants s'étaient assurés d'utiliser la résonance de la boîte pour que la musique résonne aussi fort que possible, et ils avaient fixé le mécanisme avec une colle industrielle. Et sans grande surprise, tout à coup, toute l'entreprise entend Anaïs Delva chanter à plein poumon, accompagnée des grognements de Brad qui donne tout ce qu'il a pour essayer de fermer la boîte. Une des personnes attirées par le vacarme est le tonton de Brad, le patron de l'entreprise. Frustré, Brad finit par lancer la boîte contre le mur, ce qui y laisse une belle trace. Le patron demande à Brad de le suivre dans son bureau. 15 minutes plus tard,
Brad traverse le couloir avec un carton dans les bras et vide son bureau. Une note a aussi été ajoutée à son dossier. Ne pas embaucher, ne pas recommander. Donc sa carrière d'ingénieur était terminée. Pour la soirée de fin d'année, Oncle Dale avait préparé une petite vidéo pour amuser la galerie. La scène capturée par sa caméra, avec Brad qui tente de voler de l'argent sur l'air de libérer, délivrer. Effectivement, je donnerais des points supplémentaires à Oncle Dale pour la créativité. C'était très amusant à lire. L'histoire suivante s'intitule « Vengeance d'une ex maltraitée ». Quelqu'un m'a suggéré de publier mon histoire ici. J'espère qu'elle vous plaira. Quand notre premier enfant est né, mon ex m'a obligé à quitter mon travail. Quand notre deuxième a eu 2 ans, j'ai découvert qu'il me trompait. À ce moment-là, il était déjà devenu violent, verbalement, émotionnellement et parfois physiquement. Mais quand il a commencé à tourner sa violence contre notre aîné, je l'ai mis à la porte. C'était en 2012. Je pouvais pas payer pour faire garder nos enfants, et je n'avais pas de famille pour m'aider. Il refusait de me donner quoi que ce soit pour m'aider avec nos fils, parce que d'après lui, la justice ne m'a pas ordonné de te donner 1 centime. Il a menti à la banque et mes comptes ont été gelés, et il m'a même attaqué quand j'ai demandé officiellement le divorce. Le juge lui a enfin ordonné de payer une pension pour les enfants, et une pour moi, 6 mois après que je l'ai mis à la porte. Le montant total était de 2562 $ par mois. Il a refusé de payer, jusqu'à ce que l'État s'en mêle et ponctionne ses salaires. Il avait alors 6000 $ de retard. Je me suis servi de son attitude et des retards de paiement pour obtenir le droit de déménager loin de lui. Je me suis remarié 1 an après notre divorce. C'est là que j'ai vérifié les documents de notre divorce. Il y avait une ligne qui disait « Si cette case est cochée, la pension de l'époux ou de l'épouse cesse en cas de remariage ». Elle n'était pas cochée, donc je me suis dit que tout était bon. Au lieu de demander la moitié de son compte épargne retraite, je me suis dit que je continuerais à toucher ma pension pendant 1 an, environ 12 000 $, et tout est bien qui finit bien. Pour info, il n'avait à me payer une pension que pendant 2 ans après notre divorce. En 2017, il m'a demandé la garde exclusive de nos enfants. C'est sorti de nulle part. C'est là qu'il a appris que je m'étais remarié et qu'il avait continué à payer ma pension pendant la première année de mon mariage. Je lui ai expliqué que j'avais choisi de ne rien dire et de ne pas non plus réclamer la moitié de son compte épargne retraite. S'il me laissait garder les 12 000 $, on pouvait juste en rester là. Il a exigé que je rembourse ce montant. Le juge lui a donné raison, mais il a aussi augmenté la pension alimentaire de mes fils. Au final, mon ex a aussi abandonné sa demande de garde exclusive et s'est contenté de 2 semaines supplémentaires chaque été. J'ai décidé de demander ma part de son fonds de retraite. Il a refusé de coopérer et cette histoire a traîné pendant 4 ans. Il y mettait tellement de mauvaise volonté qu'il a été ordonné de me payer 600 $ de plus par mois pendant 1 an, en plus de la pension des enfants. Il a aussi été poursuivi pour outrage. En janvier 2021, il a demandé sa copine en mariage. En mai 2021, j'ai enfin reçu ma part de son compte épargne retraite. Je dirais pas exactement combien c'était, mais environ 4 fois plus que le montant qu'il m'a demandé de rembourser. Je savais absolument pas qu'il y avait autant d'argent sur ce compte. Je pensais que je recevrais environ 12 000 $. C'est pour ça que je m'étais contenté de cette somme. Ça me semblait équitable. S'il avait pas essayé de m'enlever mes enfants, j'aurais jamais fini par demander mon dû. Il a joué au con et il a perdu. Sa fiancée m'a envoyé un email récemment pour me dire que c'était de ma faute s'il ne voulait plus l'épouser parce que je l'avais ruiné. Elle dit que j'aurais pas dû lui voler son argent. J'ai répondu que je lui avais laissé le choix. Je garde le montant de ma pension sur 1 an ou je réclame la moitié de sa retraite. Le résultat est entièrement de la faute de mon ex. J'ai ajouté que s'il voulait vraiment l'épouser et protéger ses intérêts, il n'avait qu'à se mettre d'accord sur un contrat de mariage. D'après elle, elle n'a pas signé un contrat juste parce que je suis une voleuse. J'ai jamais voulu dépendre de lui financièrement. C'est lui qui a voulu impliquer la justice avant de payer quoi que ce soit pour ses propres enfants. J'ai essayé d'être équitable, il m'a pas laissé faire. Encore une histoire où je suis ravi pour OP qu'elle obtienne exactement ce à quoi elle avait le droit. Bien joué OP. L'histoire suivante a pour titre « Joue au con, fini en prison ». Cette histoire m'est arrivée il y a 20 ans. Dans les années 2000, avec mes amis, on passait pas mal de temps dans un petit bar à billard où on pouvait payer la table à l'heure ou par partie. On se faisait quelques parties, on regardait des matchs à la télé et on discutait. Tout s'était bien passé les 3 premiers mois, on aimait bien l'endroit. Un jour, un gars arrive et s'installe sur la table de billard qu'on utilisait. Pas de souci. On était en train de discuter entre 2 parties de toute manière. 20 minutes plus tard, un de mes potes prévient le gars qu'on aimerait faire une partie quand il aura terminé la sienne. Et la réponse de ce mec est super dédaigneuse. Comme vous pouvez l'imaginer, il ne nous laisse pas faire notre partie. Donc je vais le voir et je lui dis poliment qu'on voudrait faire une partie quand il aura terminé celle qui vient de commencer. Une inconnue ajoute qu'elle voudrait aussi jouer, après nous. Le mec nous ignore complètement. Un peu plus tard, on le voit quitter la table. On saute sur l'occasion. On insère une pièce et les boules sortent. Toutes, sauf la boule verte numéro 6.
Cette enflure l'avait emmené avec lui aux toilettes. La situation devient vraiment ridicule et on va en parler au manager. Il nous informe qu'il est minuit et demi, que le bar va pas tarder à fermer et qu'il ne veut pas faire une scène en mettant le gars à la porte. Il nous donne une boule supplémentaire pour qu'on fasse notre partie avant la fermeture. Le mec sort des toilettes et comprend qu'on sait très bien ce qu'il a tenté de faire. Il nous regarde d'un petit air satisfait et sort fumer une clope, accompagné de sa bière et de la boule verte qu'il n'a toujours pas rendue. Quand il rentre, il se dirige vers notre table et jette la boule qui touche plusieurs des nôtres et gâche notre partie. Il va au bar juste à temps pour demander un dernier verre. Un de mes amis suggère qu'on le suive sur le retour et qu'on passe des appels à la police pour signaler un conducteur ivre. 3 des 4 du groupe acceptent de participer. Donc quand il part, on le suit à bonne distance et on commence à passer quelques appels. On donne sa plaque, la marque du véhicule, le modèle et la couleur. On signale qu'il a failli percuter un autre véhicule, qu'il fait des écarts et qu'il n'a pas l'air de maîtriser sa voiture. Tout ça en l'espace de 15 minutes. On savait pas où le mec habitait, mais on suspectait que c'était pas très loin, donc on n'avait pas beaucoup de temps. Le bot qui n'avait pas accepté d'appeler les flics le suivait de loin, et il nous a appelés en rigolant pour nous dire que les flics l'avaient arrêté pour un contrôle. Le registre public de la police locale pour cette semaine-là mentionnait un véhicule contrôlé après plusieurs appels de citoyens signalant une conduite dangereuse. Il n'a pas été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Apparemment, il était clean. Par contre, il s'était fait retirer le permis et n'avait absolument pas le droit d'être au volant. Il aurait pas dû jouer au con. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Reddit.